Dans cette saison de Power Boost, on a rencontré pas mal de viticulteurs. Allez savoir pourquoi. Reste qu'on en a retiré pas mal d'interviews passionnantes entre plans malins et coups de gueule. Voici un concentré des meilleurs échanges qu'on a eus avec des informations intéressantes pour les vignerons bien sûr, mais pas que. Vous allez voir. Enjoy! Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver ici dans le cadre du domaine Rollet. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai que c'est un succès ce domaine Rollet. J'ai envie de vous poser 3 questions un peu vérité. La première question, et qui est importante, c'est que chaque année, vous avez un pépin climatique. Comment vous voyez l'avenir ? Concernant notre activité viticole, c'est vrai que ces dernières années ont été assez compliquées. Climatologiquement parlant, on a quasiment tout connu depuis 5 ans, parce que la dernière vraie récolte qu'on ait pu produire, alors dans le Jura et bien évidemment aussi au domaine Rollet, c'est le millésime 2018 qui fut généreux. Mais au-delà de ça, 2017 gelé de manière importante, 2019 gelé de manière importante au 12 mai, donc c'était une gelée quasiment au sein de glace. 2021, on a tout connu, gel, grêle, précipitations abondantes au mois de juillet. Et 2022, la sécheresse et les chaudages qui ont été assez pénalisantes. Le dernier millésime très gelif du Jura, c'était 91, juste pour remettre un petit peu les choses en place. Donc la récurrence des phénomènes climatiques ces dernières années nous interpelle. Alors, autre peut-être rançon de succès, c'est le prix des terres. En 3 ans, ça a été multiplié par 3. Il y a eu des fois des extrêmes au-delà de 200 000 € l'hectare, alors que le prix du vignoble était quand même beaucoup plus modéré. C'est pas sans conséquence. Alors bon, faut toujours aussi modérer un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, le prix moyen, enfin le prix de réserve, c'est à peu près 50 000 € l'hectare sur Arbois, alors avec des majorations ou pas en fonction des coteaux. Mais l'augmentation du prix du foncier alors, est une problématique pour la passation des domaines, bien évidemment. Donc ça demande plus d'anticipation, plus de recherche aussi, d'organisation. Mais fait aussi, et le reflet aussi du succès que rencontrent les vins du Jura depuis une dizaine d'années maintenant, où on a la chance d'avoir un terrain de jeu magnifique ici. Donc on produit des bulles, des blancs houillés, des blancs typés, des rouges, des magvins, des vins de paille, des vins jaunes bien sûr. Donc on a un terrain de jeu magnifique et on peut faire plaisir à n'importe quelle occasion de consommation et n'importe quel type de palais. Troisième problématique, c'est les fournisseurs. On a l'impression qu'on est un peu dans la pénurie organisée. Et pourtant, on n'a rien vu baisser. Et au contraire, on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut accepter directement les propositions, sinon on ne sera pas fourni. Alors il n'y a pas que le verre, il y a les capsules, les cartons, il y a tout type de fourniture aujourd'hui est un problème, avec des prix qui ont explosé. Alors on peut le comprendre, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, ou alors on fait presque plus rien chez nous, mais ça c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'on peut dire à tout ça? C'est-à-dire que nous on est obligé on n'est plus maître de la décision, c'est-à-dire que maintenant on répond à des appels téléphoniques en nous disant bon, j'ai tant de bouteilles, tu les prends pas, si on veut pouvoir mettre en bouteille on les prend. Et je pense que le consommateur, de toute façon, vous comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent, on est les Danone de la farce, si vous me permettez l'expression, puisque tout est répercuté. Donc à la fin, le prix de vente répercute aussi le prix des matières premières qu'on est obligé d'acheter. Merci beaucoup. Je vous en prie Jean-Paul, merci à vous. À votre santé. Vous êtes céréalier, vous avez envie de vous diversifier, et pourquoi pas dans la viticulture. Cela dit, c'est pas toujours facile d'être dans une région céréalière et de développer une telle diversification, mais vous allez voir, certains agriculteurs l'ont fait. L'idée de convertir des terres agricoles en viticoles a été le souhait d'un négociant de la région de rapatrier une production de raisins en France, qui venait principalement d'Espagne et d'Italie. Alors, le plus difficile pour implanter de la vigne quand on n'a pas l'habitude, on n'y connaît rien. Donc on se renseigne beaucoup, on va voir des personnes qui font le même type de vigne dans d'autres régions de France. Et on est épaulé aussi par un service technique, que ce soit de la coopérative ou autre, ou extérieur, pour nous aider à faire cela.
Et pour moi, mon but à moi était surtout de diversifier mon assolement avec les cours des céréales qui fluctuaient et qui n'étaient pas très forts il y a 4-5 ans de ça. Le point de vue économique par rapport à des céréales, je pense que ça vaut le coup sur plusieurs années. C'est vrai que si on se base à des prix comme il y a 5 ans de nos céréales avec des blés à 180 € tonne, on était largement compétitif, mais avec des blés à 280-300, je pense que la parcelle aurait été en colza cette année. Oui. Aymeric est un vigneron champenois qui n'a pas la langue dans sa poche. Et il explique que beaucoup de choses en agriculture ne sont pas vraiment adaptées aujourd'hui pour les petites exploitations qui le revendiquent et qui souhaitent le rester. Aymeric Robert, bonjour. Jean-Paul, bonjour. Alors, tu es vigneron, producteur du champagne Joël Robert Ollinger. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je t'ai invité, c'est que toi, tu revendiques l'idée que tu es un petit vigneron. Tu as combien d'hectares en Champagne? Alors nous, on est sur une exploitation familiale de 4 hectares, donc ce qui est une exploitation, on va dire, moyenne, mais assez petite, qui nous permet tout à fait de vivre, mais derrière, qui va amener aussi un investissement en temps très important pour pouvoir réussir à sortir un produit équivalent aux maisons qui peuvent être des fois un peu plus importantes en termes de surface. Ce que tu dis quelque part, c'est que toi, avec 4 hectares, c'est vrai que tu es en comparaison avec des maisons beaucoup plus grandes, des domaines beaucoup plus grands, et à partir de ce moment-là, ce qu'on impose aux grands ou aux petits, ben, l'impact, c'est pas du tout le même. Alors en fait, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on essaye d'être très autonome, et c'est peut-être là aussi où des fois, il faudra essayer de s'associer à d'autres viticulteurs, mais on recherche l'autonomie parce qu'on en a besoin aussi. Et en fait, cette autonomie nous coûte un certain coût qui peut être impactant quand justement on veut se lancer dans des nouveaux labels type HVE ou autres, où ça va nécessiter un investissement temps, un investissement financier qui va être important. Et donc ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours pourtant dans le but de faire mieux, mais on est à certains moments freiné justement par ce capital temps ou ce capital financier. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de remplir les papiers? Alors la paperasse, la partie papier est toujours faisable, mais après c'est un temps à passer encore en plus dans les vignes ou dans les caves qui est très impactant, et une journée ne fait que 24 heures, et c'est là où des fois ça devient compliqué. Alors c'est pour ça que tu n'es pas HVE, tu n'es pas bio, rien en termes de certification environnementale. Aujourd'hui, en fait, on pourrait le revendiquer puisque nos pratiques le permettent. Cependant, je ne prends pas le temps de le faire puisque ça va m'engager encore un capital temps. Aujourd'hui, il faut savoir que le matin, on se lève, on va dans les vignes. L'après-midi ou le soir, on retourne en cave. Et puis, derrière, on vend notre champagne. Donc, c'est un temps investi qui est très important et qui laisse peu de place à instaurer de nouveautés ou à réfléchir à instaurer des nouveautés sur l'exploitation. Tu n'as aucune certification, mais ton champagne, il n'y a pas de souci, tu arrives à le vendre et tu n'en as plus beaucoup. Alors c'est là où c'est assez intéressant, c'est que justement, on n'a pas cette certification, on n'a pas de HVE, on n'a pas de bio. Par contre, on a une demande qui est très importante. On a un produit, je pense, qui est de qualité, et du coup, ce qui fait que les gens reviennent, et on s'attache plus finalement à ce que les gens s'attachent à nous-mêmes plutôt qu'à se dire les gens vont s'attacher à une médaille, à un label. Ce qu'on veut, c'est créer une relation avec des clients qui se termine finalement par être de l'amitié, et c'est là où en fait on va valoriser vraiment notre savoir-faire et notre production. Ta certification, c'est la relation humaine, et pourtant on parle tout le temps de HVE, enfin de tout ça. C'est quoi? C'est les relais d'opinion, c'est les médias qui font vivre la machine à créer des certifications? Oui, un peu aujourd'hui si on veut. Alors je pense qu'il y a quand même une attente des consommateurs, mais on reste sur un produit, le champagne, qui est un produit de fête, et je pense que tous autour de la table, on aime bien se faire plaisir au moment des fêtes. Et on va peut-être être moins regardant, les régimes alimentaires, on les met un peu de côté, et du coup, on va être peut-être moins regardant à avoir un label sur un champagne, puisque le champagne est quand même une boisson de fête, et on a envie de se faire plaisir. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un produit qui nous plaise. Et puis si on peut sortir la bouteille sur la table et dire j'ai échangé avec le viticulteur et sa façon de voir les choses me plaît, et ben, j'estime que c'est mission gagnée. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, nous étions venus vous voir il y a quelques mois, c'était superbe, et malheureusement la semaine dernière il y a eu un incendie. Et ce que vous dites, c'est que des incendies, il y en a toujours eu dans l'histoire, et on avait laissé la place à l'homme, à l'agriculteur, aux personnes pour entretenir. Et là, avec la création de cette réserve, vous vous dites on n'a pas fait ce qu'il fallait.
Oui, bien sûr, j'ai 58 ans, je vis ici depuis toujours. J'ai connu le feu en 79, je l'ai connu plusieurs fois après, en 2003, 89. Bref, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, le vent, la chaleur, on sort d'une semaine de canicule, etc. Donc l'incendie, c'est une donnée existante sur notre territoire, sauf que là, vraisemblablement, on a un déficit d'entretien de l'espace qui est lié à cette réserve naturelle nationale qui a été créée en 2010-2012. Donc elle a que 10 ans. Et on a laissé le non-entretien des fossés, de certaines périphéries, de zones coupe-feu, plantation de vignes, défrichement, plantation de vignes, plus nettoyage de certaines parcelles pour faire des coupe-feux. Ceci ne dit pas que le feu ne serait pas passé. Simplement, ne serait-ce que par l'entretien des fossés et certaines des zones coupe-feu, on aurait pu au moins ralentir sa croissance, sa vitesse. Aujourd'hui, les moyens techniques sont très forts. Les pompiers sont archi-équipés, les avions, les hélicoptères, enfin, tout ce matériel. C'est dommage que je pense que ce déficit d'entretien a accéléré la propagation de ce feu. Alors après que le vent souffle dans un sens, qu'il souffle dans l'autre, je pense que ça a toujours eu lieu. Alors je n'ai pas de données scientifiques. En fait, à vouloir trop protéger, à vouloir surprotéger, on a sous-protégé. Trop de protection tue la protection. Et aujourd'hui, on est dans un système dogmatique, on veut régenter comme ça, et on n'écoute pas le local. Mais Guillaume, il fallait protéger une tortue, vous n'étiez pas contre et vous n'étiez pas contre un parc national, mais pas une réserve, expliquez-moi pourquoi. Bien évidemment, la tortue, pour moi, c'est un animal fantastique. Je l'ai toujours connu, enfant, il y avait plein de tortues. Enfin, je ne peux pas en vouloir à cet animal, et bien sûr que je souhaite qu'on la protège, bien évidemment. La seule problématique, c'est qu'à l'époque où on nous a annoncé ce projet de réserve, nous, on était plutôt favorable éventuellement à un parc naturel. Alors, il y a d'autres contraintes. La vraie différence, c'est que le parc naturel crée une cogestion entre l'administration, entre guillemets, et les opérateurs locaux. Là, la réserve, c'est une gestion dogmatique, tout simplement. On nous a dit, vous faites ça, vous protégez, et sous la sacro-sainte volonté de protéger l'environnement, eh bien aujourd'hui, on voit les conséquences. L'environnement doit se gérer avec les agriculteurs, mais c'est partout le même problème en France. On doit concilier avec les agriculteurs pour gérer l'environnement. Mais ça veut dire que vous n'aviez pas le droit d'entretenir ? Bien sûr. La simple nuance, c'est qu'aujourd'hui, sur une réserve, on n'a pas le droit d'entretenir. On n'a plus le droit de débroussailler à partir du mois de mars, ce qui est incohérent. N'importe où en France, on oblige même les particuliers à débroussailler autour de leur maison et tout, et nous, on nous interdit de débroussailler. Concrètement, Guillaume, ça veut dire que vous avez tout perdu de vos vignes ? Non, la vigne n'a pas tout brûlé, mais en périphérie, vous le voyez sur ces parcelles, la périphérie des vignobles est brûlée, le feu brûle 2, 3, 4 rangées, la vague de chaleur peut en brûler un peu plus. Donc ces vignes, la récolte est perdue. Par contre, la vigne a très rarement été complètement détruite, c'est très rare. Et elle va redémarrer, il va falloir la retailler, donc on va perdre de la récolte, on va avoir une à 2 années un peu compliquées, mais bien évidemment le vignoble n'est pas perdu. C'est d'où l'intérêt de la barrière coup-feu qui est faite par les vignes dans ces zones. Et voilà, on espère que vous aurez trouvé ces viticulteurs inspirants. Le meilleur de la saison vous attend aussi la semaine prochaine avec un best-of consacré aux plus belles histoires d'entreprise. Et oui, vous allez voir qu'on avait trouvé quelques perles cette année. Excellente semaine!